are Bonjour à on tous, get soyez les bienvenus aujourd'hui. Nous nous préparons pour la Semaine nationale de la sécurité des patients. Je m'appelle Carole Fancott et je travaille ici à Excellence en Santé Canada. Nous sommes très heureux de vous voir et avant de commencer, il y a certaines choses que je voudrais partager avec vous. Nous avons le plaisir de vous fournir une interprétation en français fournie par Bo Stevens. Et pour cette session, si vous souhaitez écouter l'interprète, nous vous prions de choisir la français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Au cas où vous ne voyez pas interprétation dans votre barre d'outils, vous pouvez le trouver dans le menu déroulant que vous trouvez sur les trois petits points. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Quant aux diapositives, eh bien, nous vous invitons à choisir View pour voir la langue dans laquelle vous souhaitez voir l'événement. Si vous utilisez une nouvelle version de Zoom, vous pouvez sélectionner l'onglet de votre choix. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons maintenant sur des terres qui sont habitées par des peuples autochtones depuis le début des temps. Je vous rejoins de mon bureau chez moi à Toronto. Le nom Toronto vient d'un mot mohican et signifie où les arbres se lèvent sur l'eau. C'est un territoire traditionnel pour beaucoup de euh, peuples autochtones et maintenant c'est le foyer des peuples autochtones. Il est couvert par le traité 13 dont les Mississauga du Crédit. Je reconnais le privilège que j'ai de vivre, de travailler et de m'amuser sur cette terre. Veuillez vous présenter dans le boîte de discussion et de réfléchir aux terres d'où vous venez. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez consulter le site nativeland.ca pour vous quitter. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et de vos commentaires à tout moment en utilisant nos boîtes de discussion. Et et si vous ne pouvez pas nous joindre au coin des entraîneurs, eh bien, vous pouvez poser toute question. Si vous avez besoin d'une assistance technique à n'importe quel moment de ce webinaire, vous pouvez contacter l'un de nos producteurs en utilisant la fonction du clavardage. Maintenant, je voudrais aussi remercier l'équipe de production et celle d'interprétation qui se trouve dans les coulisses à travailler pour garantir que l'expérience sera agréable. Une fois de plus, je m'appelle Carole et je serai votre hôte pour la session d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Nous, nous sommes en train de nous préparer pour la Semaine canadienne de la sécurité des patients. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une campagne annuelle qui vise à susciter des améliorations extraordinaires en matière de sécurité et de qualité des soins de santé. Vous pouvez vous impliquer de diverses manières, s'inscrire à la SNCP 2024, organiser votre propre activité, explorer notre infographie et engager vos équipes avec notre carte d'activité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de ressources supplémentaires sur le site web de la SNSP, y compris les essentiels de la sécurité des patients et le guide de discussion Repenser la sécurité des patients. Bien sûr, vous pouvez participer à tous les webinaires associés à la SNSP. Et la Semaine nationale de la sécurité des patients se déroule du 28 octobre au 1er novembre. Au cours de cette semaine, nous nous pencherons sur une question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux préjudices subis par les soins de santé? Notre objectif est d'élargir collectivement notre compréhension des préjudices, de comprendre les expériences de préjudices qui peuvent inclure non seulement des préjudices physiques, mais aussi des préjudices psychologiques, spirituels et sociaux. Nous savons que nous pouvons mieux comprendre ce que le préjudice signifie lorsque nous en parlons avec les personnes qui en ont subi. Ces personnes sont dans le meilleur endroit pour décrire leur impact, cet impact sur leur vie.
Reconnaître et réduire les préjudices sont essentiels. Donc, pendant la semaine canadienne, nous allons approfondir sur plusieurs expériences et perspectives sur le préjudice, y compris les expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et nous explorerons la relation entre la sécurité culturelle et la sécurité des patients. Nous regarderons aussi au-delà des murs des institutions, mais plus largement à la maison et dans la communauté et nous verrons à quoi ressemble la sécurité et les préjudices dans ces contextes. Nous savons qu'il y aura aussi un webinaire qui va parler de la SNSP, sur de la sécurité des patients au mois de novembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de demain. Vous pourrez avoir accès sur le site understandharm.ca. Et nous allons donc commencer à nous préparer. En participant à ce webinaire, nous espérons que vous pourrez améliorer votre compréhension des concepts clés dans la perspective plus large de ESC sur les préjudices liés aux soins de santé. Vous apprendrez les instructions étape à étape sur la mesure de mener la carte d'activité et vous allez obtenir des informations de la part de deux personnes formidables qui vont partager leur expérience avec des équipes de soins de santé puisqu'ils ont déjà facilité ce genre d'activité dans le passé. Et avant de passer à nos orateurs, je voudrais dire que nous reconnaissons que il n'est pas facile de parler des préjudices et d'écouter les expériences de préjudice. Ce n'est pas confortable non plus et cela peut être un déclencheur pour certains. C'est pour ça que je souhaite vous encourager à rentrer dans cet espace avec compassion et surtout avec de l'autocompassion. Il est important que nous créions collectivement un environnement où chacun est soutenu et dispose de l'espace nécessaire pour apprendre et désapprendre. Si vous ressentez le besoin de faire une pause pendant la séance, vous pouvez le faire et peut-être vous connecter avec des personnes ou des animaux de maison domestiques ou les choses qui vous apportent du réconfort. Oh, n'oubliez pas de vous reposer, de vous reconnecter à votre environnement chaque fois que cela est nécessaire, que cela soit pendant ou après la séance. En outre, vous pourrez peut-être trouver utile d'écrire ou de tenir un journal de vos pensées et réflexions tout au long de la session ou après celle-ci et cela peut être aussi une pratique pour vous aider à traiter vos expériences et vos apprentissages. Nous allons aussi afficher des liens vers des ressources en matière de santé mentale si vous en avez besoin pendant ou après le webinaire. Maintenant, eh bien, c'est avec plaisir que je présente nos deux premiers orateurs. Mélissa Chedrick est une partenaire patiente. Elle est éducatrice qualifiée et travaille avec les familles depuis plus de 20 ans en membre actif de Patients pour la sécurité des patients au Canada. Elle milite en faveur de la sécurité des patients et de la sécurité des médicaments dans tout le pays et à l'échelle internationale. Anne McLaurin est chef de programme principal de l'équipe sécurité des patients, équité engagement à ESC. Elle compte sur des décades d'expérience et a dirigé des programmes associés à la sécurité tels que Sécurité maintenant pour les soins de santé et plus récemment les séries Actions d'Excellence en Santé Canada à repenser la sécurité des patients. Soyez les bienvenus, Mélissa et Anne. À vous la parole. Merci Carole et bon après-midi à toutes. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous tous pour partager un peu plus sur mon expérience, les choses que j'ai appris tout au long euh, de ma vie et pouvoir avoir une conversation avec vous. Alors, les dernières années m'ont offert le plaisir de travailler avec des équipes de tout le pays en tant qu'accompagnatrice dans les actions les séries d'actions de ESC qui cherchaient à encourager les personnes qui participent aux soins de santé, les patients, les familles, les fournisseurs de soins, etc pour commencer ou lancer pour lancer ou augmenter les conversations qu'ils avaient sur la sécurité dans toutes ses formes. Nous encourageons les personnes à se poser les trois questions suivantes. Est-ce que vous vous sentez sûr? Et comment
les soins de santé peuvent être plus sûrs. Il est important d'élargir la vision sur ce que c'est que le préjudice dans les divers environnements et de s'engager dans une approche à la sécurité. Cela a été inspirateur de voir les différentes équipes qui continuent, ils ont dû collaborer et travailler en tant qu'équipe multidisciplinaire, y compris les patients et leurs familles, pour avoir plus de connaissances et de compréhension. En fait, on parle de choc culturel. Ici, l'apprentissage est clé. Et il faut avoir des protections pour que les patients, les familles et le personnel soient en sécurité. C'est plus que la sécurité du personnel, c'est aussi la sécurité du personnel de santé au-delà de seulement celle des patients. Le premier concept que je souhaite partager avec vous, c'est la notion que l'absence de préjudice dans les soins de santé, ça ne veut pas dire que les soins de santé soient sûrs. Il y a toujours des risques et donc il faut établir des systèmes afin d'atténuer ces risques. L'Institut canadien de la formation des soins de santé nous dit que dans les hôpitaux, dans plein des 17 États, et nous savons que certaines populations souffrent de plus grands risques de préjudice dû au pied à la discrimination. La pression aussi contribue au préjudice. Ce préjudice vient de diverses manières. Il est instinctif de penser tout d'abord au préjudice physique, mais il y a beaucoup d'autres formes. Parfois, les personnes sont surexposées au traitement ou sous-exposées. Peut-être qu'ils ont reçu le mauvais traitement ou peut-être qu'il y a eu un mauvais diagnostic. Et il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer. Cela cause à des impacts psychologiques préjudiciels chez les patients, leurs familles et les personnels. La semaine prochaine, à partir du 17 septembre, il y a la semaine de la nationale de sécurité des patients et cela souligne le besoin d'avoir des diagnostics précis. Il y a bien trop d'histoires de tragédies lorsque les diagnostics sont incorrects ou en retard. Alors, comment est-ce que nous pouvons déterminer si les soins sont sûrs ou si nous avons juste de la chance dans notre environnement? Eh bien, il nous faut un engagement et de la collaboration. Ce sont les facteurs clés dans ce processus d'apprentissage. Cela souligne les séries d'actions et se communiquer avec les personnes. C'est aussi la seule manière de réellement se retrouver. Pour réunir des équipes multidisciplinaires, c'est le seul moyen. Voyons cet exemple. Monsieur Ali, patient de 72 ans, qui se récupère d'une opération à la hanche, se promène dans les couloirs avec une infirmière. Sans le savoir, quelqu'un, un emploi, malheureusement, il a trébuché sur un câble et heureusement, l'infirmière a pu le sauver, même s'il n'a pas eu de préjudice physique, eh bien, nous a rappelé de la possibilité d'être blessé, surtout dû à son opération. L'incident à l'hôpital qu'il faut réviser les politiques de sécurité afin d'éviter les risques à l'avenir. C'est un exemple de combien les départements peuvent se réunir afin de prévenir les préjudices. Monsieur Ali a eu de la chance parce que l'infirmière était là pour le soutenir lorsqu'il a trébuché. Si elle n'avait pas été là, eh bien, il aurait souffert un préjudice physique à sa hanche et peut-être à d'autres parties de son corps, mais aussi émotionnel. Imaginez la frustration et la colère qu'il aurait vécu s'il était tombé et s'était fait mal. Là, il est en train de se récupérer et ce type d'accident a lieu. Et ce n'était même pas une erreur. Le département d'entretien peut-être avait une raison d'avoir laissé le câble là et ne pouvait pas anticiper ce qui pouvait se passer. Pour résoudre le problème, plus de parties prenantes se sont engagées pour trouver une solution, améliorer les politiques et les procédures et prendre une attitude de prévention. Il est important d'identifier la sécurité de chance. Et pour continuer à vous en parler, je voudrais vous présenter Scarlett. Scarlett est un Weimaraner de 7 ans qui m'appartient.
On dit qu'elle a de la chance parce qu'elle est comme un chat. Elle a 9 vies, ou au moins elle le croit. Elle peut être, elle peut être très coquine et a beaucoup de soucis. Elle mange des choses telles que des médicaments, des avocats, du chocolat. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter euh, une histoire où elle a besoin d'être près de son humain choisi ce jour-là. Donc un jour, on est parti, on s'est baladé près de chez nous et souvent elle court sans sa laisse et pas de souci. Mais ce jour-là, on était en train de jouer dans les champs et mon mari allait traverser la route et moi j'allais rentrer à la maison avec Scarlett. J'ai remis sa laisse mais tout à coup, je l'ai libérée mais tout à coup, elle a compris que mon mari n'était pas là. Et donc, elle est partie en courant comme au pas de course. Je courais derrière elle, on l'appelait, mais sa seule intention était de retrouver mon mari. Elle savait parfaitement où il était passé. Au moment où je suis arrivée à la route, j'ai vu qu'elle l'avait retrouvé et elle avait trouvé mon mari. Heureusement, cette route, il y a 6 voies. C'était samedi après-midi, mais d'une certaine manière, elle a réussi à traverser la rue en pleine sécurité. Ça, c'est de la chance, parce qu'il y avait tellement de sécurité, tellement de trafic. Il y a énormément de systèmes de sécurité pour la route. Il y a d'abord les feux rouges, par exemple, les ceintures de sécurité dans les voitures, etc., etc. Mais malgré tous ces systèmes de sécurité, Scarlett ne les connaissait pas et elle n'a pas fait attention à aucun d'entre eux. Elle était seulement concentrée sur le traversée. Elle a traversé en sécurité, mais elle n'était pas en sécurité. Elle a eu 100% de la chance. Avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé lors des séries d'actions, eh bien, le personnel de santé se surpasse pour les patients et les patientes et leurs familles. Et je suis toujours surprise de voir que les personnes continuent à s'engager dans des améliorations de qualité afin de trouver les moyens de soutenir les personnes qu'ils soignent. Pour ceux qui travaillent dans les soins de santé et qui sont ici avec nous, nous vous voyons et nous voyons votre travail et nous vous remercions. Merci de faire de votre mieux pour notre sécurité et nos soins. Et maintenant, je vais donner la parole à Anne. Merci beaucoup, Mélissa, de cette excellente introduction. Nous parlons des concepts de sécurité que nous promouvons ici à Excellence en Santé Canada. Alors, repenser la sécurité et la réduction des préjudices sont importantes pour les personnes qui reçoivent et dispensent des soins. Dans le cadre du programme Repenser la sécurité des patients, nous encourageons tous à élargir leur compréhension des préjudices liés aux soins de santé, ce qui constitue une étape importante dans la fourniture des soins plus sûrs pour tous. Sur l'écran, vous voyez la discussion de Repenser la sécurité des patients. Ce document a été publié à peu près au même moment l'année dernière et il a été développé parce que malgré 20 ans d'efforts pour améliorer la sécurité des patients, nous n'avons pas eu le succès escompté. Notre guide de discussion s'articule autour de la déclaration clé suivante. Tout le monde contribue à la sécurité des patients. Ensemble, nous devons apprendre et agir pour créer des soins plus sûrs et réduire toutes les formes de dommages liés aux soins de santé. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à télécharger votre propre exemplaire et à vous familiariser avec le contenu. Nous vous encourageons à utiliser les questions de discussion pour guider les conversations sur la sécurité et à vous référer au tableau de la page 6 pour voir quelques idées sur comment vous pouvez commencer à agir différemment en matière de sécurité. Notre thème pour la Semaine nationale de la sécurité des patients vous est présenté sous la forme d'une question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux préjudices causés par les soins de santé? Nous savons que l'un des éléments essentiels pour les soins plus sûrs, c'est l'enquête, la curiosité, la réflexion et la discussion. Et nous espérons, à travers cette campagne,
c'est que vous vous joignez à nous dans notre voyage pour explorer et comprendre ensemble les préjudices liés aux soins de santé. Sur l'écran, vous verrez une infographie que nous avons créée pour nous aider à mieux comprendre les préjudices liés aux soins de santé. Cette infographie décrit 5 concepts principaux. La première colonne nous montre les facteurs qui peuvent favoriser la sécurité et aussi les facteurs qui contribuent aux incidents de sécurité et aux préjudices. Après, nous avons les catégories d'incidents de sécurité susceptibles d'entraîner des préjudices. Et après, nous décrivons le préjudice subi, qui a été lésé, et finalement l'impact durable de ce préjudice. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à assimiler à travers ce seul soutien visuel. C'est pourquoi, au cours des prochaines diapositives, je vais approfondir ces 5 concepts. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner sur l'infographie qui vient d'être publiée sur notre site web. Et James va ajouter le lien au clavardage si vous souhaitez le voir. Alors ici, on continue à décrire et toute personne qui connaît notre système de santé ne sera pas surpris d'entendre que notre système de santé est incroyablement complexe. Il est mis en œuvre par de nombreuses personnes différentes qui s'engagent dans de nombreux processus, dans divers environnements et à travers de nombreuses transitions dans les soins. Diapositive suivante. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons réellement beaucoup de chance parce que pour la plupart, notre système de santé est sûr et cela est dû grâce aux multiples couches de mécanismes de sécurité qui se combinent et se chevauchent pour garantir la sécurité des soins livrés. Alors, sur l'écran, vous verrez de nombreuses catégories de mécanismes de sécurité qui sont en place. Et lorsque vous cliquez sur l'une de ces cases, vous verrez de nombreux exemples pour chacune des catégories. Par exemple, si vous faites clic sur patient, client résident, eh bien, vous verrez les diverses manières dont les patients et les clients peuvent contribuer à des soins plus sûrs, tels que avoir leur partenaire de soins présent, être invité à co-créer leurs soins ou des soins avec leur équipe et avoir un soutien. Ils se sentent alors sûrs et ils peuvent parler et poser des questions. Et ce ne sont, et là, et nous n'avons que quelques exemples sur les manières dont nous pouvons travailler ensemble pour créer la sécurité. Je vous encourage à explorer de nombreux autres exemples qui figurent sur cette page. Et en passant à la page suivante, nous allons commencer à explorer les facteurs contributifs. En raison de la complexité de notre système de santé, est-ce qu'on peut revenir en arrière aux facteurs contributifs? D'accord. Alors, en raison de la complexité de notre système de santé, nous savons que de nombreux risques sont associés à la prestation et à la réception des soins. Malgré tous nos efforts, nos intentions et nos moyens de défense, il arrive que des préjudices soient causés. Et lorsque le mal survient, eh bien, nous découvrons souvent que les mécanismes qui contribuent à la promotion de la sécurité des soins étaient absents ou affaiblis et qu'ils ont contribué à ce que les choses tournent mal. Ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité des patients savent que ces facteurs contributifs sont souvent interdépendants, complexes et rarement le résultat d'un seul problème. Et nous savons que l'exploration et la compréhension de ces facteurs sont réellement essentiels à l'apprentissage et à l'amélioration. Alors, comme sur la page précédente, chacune de ces cases correspond à une grande catégorie de facteurs contributifs. Et si vous cliquez sur la case, alors vous obtenez une liste d'exemples. Par exemple, euh, des politiques trop compliquées, pas suffisamment de personnel, un manque d'équipement ou de fournitures, des barrières de langage ou culturelles, le racisme, la discrimination. Et beaucoup de nos efforts et de notre énergie et l'espace de sécurité des patients s'est centré sur trouver les facteurs contributifs après un incident en matière de sécurité. Et c'est extrêmement important. Une partie de repenser la sécurité des patients, c'est vraiment encourager tout le monde à trouver les moyens d'explorer, d'apprendre et d'agir avant qu'il y ait un incident. Alors,
comme l'histoire de Mélissa, il y a des caractéristiques. Et maintenant, continuons sur l'infographie. On passe aux catégories des incidents de sécurité. Et donc, lorsque les choses vont mal, c'est alors qu'il y a des incidents en matière de sécurité. Et les auteurs du cadre que nous utilisons pour suivre et mesurer le cadre de sécurité, c'est un peu le travail qu'on a fait chez ESC. On a fait des catégories d'incidents de sécurité tels que euh, les diagnostics retardés, manqués ou incorrects, des traitements insuffisants, excessifs ou incorrects, des incidents dégradants ou déshumanisants, des incidents liés à un traitement, à un service spécifique, et incidents généraux liés aux soins de santé, les incidents liés aux transitions de soins, des soins cruellement dangereux ou la détresse morale. Comme pour les autres pages, lorsque vous cliquez sur l'une de ces cases, vous obtiendrez des exemples d'incidents de sécurité dans chacune des catégories. Alors, ce que nous avons, c'est que les incidents de sécurité causent des préjudices et le préjudice subi peut être décrit comme une blessure physique, psychologique, sociale et ou spirituelle résultant de la prestation ou de la réception de soins de santé. L'un des messages les plus importants que je souhaite que vous reteniez du webinaire d'aujourd'hui, c'est que la personne qui subit le préjudice est souvent la mieux placée pour le définir et décrire son impact sur sa vie. Il est rare qu'un incident de sécurité ne se traduise par seulement l'une de ces formes de préjudice. Par exemple, si un client tombe, le dommage physique est souvent clairement visible et facile à communiquer. Cependant, sans demander et écouter, il serait impossible de découvrir euh, le dommage psychologique, social et spirituel qui a été subi à la suite de cette chute. Il ne faut jamais assumer que nous savons et que nous comprenons le préjudice subi et l'impact qu'il a eu sur une personne ou sur d'autres personnes de son entourage. Au contraire, nous devons chercher à comprendre par le biais d'un dialogue réfléchi et d'une communication honnête et ouverte. Un autre message important, c'est que les dommages causés par les soins de santé ne se limitent pas aux personnes qui reçoivent les soins. Les préjudices liés aux soins de santé ne se limitent pas à ceux qui reçoivent les soins. Il faut reconnaître qui peut être lésé. Les préjudices peuvent être subis par les patients, les résidents, les clients et leurs partenaires de soins, le personnel clinique et non clinique, et les membres de la communauté dans tous les contextes de soins. Et passons au dernier concept. Nous passons maintenant à l'impact des préjudices. Nous savons que les effets des préjudices peuvent avoir un impact durable et en cascade, entraînant potentiellement d'autres préjudices pour l'individu et pour sa communauté. Par exemple, un incident de sécurité qui peut résulter comme un congé sur le travail peut avoir des implications financières sérieuses sur un individu. Nous savons que cela peut aussi euh, éroder la confiance d'une personne ou d'une communauté dans le système de santé, ce qui conduit cette personne ou son entourage à retarder tout soin ou traitement futur. Donc, soutenir les personnes lésées permet de rétablir la confiance et contribue à la guérison et à la construction d'un chemin vers des soins plus sûrs. Comme je l'ai déjà mentionné, dans nos efforts pour mieux comprendre les préjudices, et il nous faut chercher à prendre du point de vue de ceux qui ont subi des préjudices dans les soins de santé. C'est pourquoi je vais maintenant redonner la parole à Mélissa qui peut partager ses expériences du point de vue d'une personne qui a subi des préjudices dans le cadre du système de soins de santé. Merci Anne. En 2016, j'ai perdu mon fils de 8 ans, Andrew, à une erreur de médicament tout à fait qui était possible de prévenir. C'était un enfant très agréable qui avait beaucoup d'amis. Il avait un trouble du sommeil et son médicament appelé tryptophane que vous connaissez parce que cela donne du sommeil quand on mange du poulet. C'est un aminoacide. Ce médicament régulait ces cycles de sommeil et cela a tout changé pour nous. Ça l'a vraiment aidé. On avait
On avait une pharmacie qui, euh, faisait un liquide des pilules. Et donc, nous lui avons donné sa première dose le matin et le soir et le matin, il ne s'est pas réveillé. Et on ne savait pas pourquoi. Et ça a pris plusieurs mois pour comprendre ce qui avait volé la vie de notre enfant. On avait peur, on s'inquiétait pour notre fille. Et après, on nous a dit se devait une erreur à la pharmacie. Ils ont mélangé son médicament liquide avec un baclofen au lieu de tryptophane. J'ai commencé à poser des questions sur comment et pourquoi et qu'est-ce qui vient après. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de programme d'amélioration de qualité pour les pharmacies de l'Ontario, seulement à la Nouvelle-Écosse à cette époque. Pour moi, il fallait que quelque chose se passe. Il fallait mettre en place des sauvegardes pour que cela ne se passe plus jamais. Les systèmes devaient être proactifs avec des mesures de prévention. Et depuis, ces programmes ont lieu autour du pays. L'objectif, c'est d'apprendre des erreurs qui ont lieu pour qu'il y ait des systèmes de sécurité en place. Mais si ce programme avait été en place avant que le médicament d'Andrew ne soit distribué, eh bien, il y a beaucoup d'analyses rétrospectives, il y a eu beaucoup d'apprentissage pour les parties prenantes et mais je ne l'ai toujours pas. Il n'est plus avec moi. Et sachez qu'il y a eu des changements importants qui ont eu lieu depuis le cas d'Andrew et qui vont protéger d'autres enfants. Alors, comment est-ce que nous passons à, à être proactifs pour assurer que les soins soient sûrs et que les processus sont sûrs? Il avait eu beaucoup de chance, puis après, il ne l'était plus parce que des processus n'ont pas été suivis. Le laboratoire n'était pas bien organisé et les procédures de sécurité n'étaient pas suivies. Le personnel qui travaillait ce soir, ils n'ont pas eu de chance. Ces facteurs sont apparus ensuite. Et alors, est-ce qu'on ne demanderait pas de se sentir en sécurité au travail? Moi, je pense que, il faudrait pouvoir ouvrir la parole, se parler, tout simplement, pour avoir une culture de la sécurité. Et donc, je pense que nous devrions avoir une culture où les personnes n'ont pas peur pour parler de choses difficiles, pour identifier les problèmes, les pièges de ce qui peut causer dommage. Prochaine diapo. Lorsqu'il y a ce genre d'événement, il y a des préjudices et cela impacte la victime, le personnel, et cela peut s'étaler pour toutes les personnes qui se trouvent autour. Lorsque je réfléchis à toutes les couches qui sont autour de nous et qui forment notre système, il y a eu des choses qui ont été faites à Andrew, mais à nous également. Il y a énormément de chagrin, de traumatisme. Il faut pouvoir prendre soin de soi-même. Mon mari, par exemple, a dû avoir des congés impayés. Et donc, nous devons essayer de renforcer notre psyché. Et ma cousine a dit qu'elle devait récupérer des médicaments pour ma tante et elle s'est arrêtée, elle s'est stabilisée. Et donc, il y avait des équipes qui ne savaient même pas que cela s'était produit après 4 mois que cela s'était passé. Et donc, cela nous donne l'opportunité de regarder les prochains pièges, d'anticiper. Et lors de la série Action, des bénévoles ont dit qu'ils voudraient avoir un iPad pour pouvoir prendre en photo des potentiels pièges pour pouvoir les présenter aux différents acteurs. Peut-être qu'ils auraient pris une photo de ce câble où cette personne a trébuché. Peut-être que cela n'aurait pas été un si gros problème.
Il faut que nous gardions les personnes en sécurité et donc il faut regarder vers l'avenir pour voir où il y a le potentiel d'un danger et il faut avoir des discussions des conversations avec tout le personnel pour savoir où est-ce qu'il peut y avoir un potentiel danger. Nous sommes engagés pour la sécurité. C'est à vous, Anna. Merci, Mélissa, d'avoir partagé cela et je devrais dire que mes apprentissages principaux ont été avec les partenariats avec les patients. Merci. Merci beaucoup d'utiliser votre expérience pour essayer de rendre les soins de santé plus sécuritaires pour tous. On est en train de réfléchir maintenant à toute cette discussion et donc nous aimerions encourager tout le monde à utiliser notre carte d'activité sur les préjudices liés aux soins de santé pour stimuler la discussion. On veut vraiment que vous puissiez avoir une action proactive, parler, que vous discutiez de tous les potentiels préjudices pour créer des soins de plus sûrs pour tous. Donc, ces instructions et le matériel et la carte d'activité sont disponibles pour être téléchargés. James va maintenant ajouter le lien dans la boîte de dialogue et au cours des prochaines diapositives, mais même si je vois que nous n'avons bientôt plus de temps, je vais donc passer à l'activité elle-même. Donc tout d'abord, je voudrais mettre en lumière le fait que vous pouvez donc mener cette activité de différentes manières. Donc ces instructions sont simplement des suggestions. Donc n'hésitez pas à les modifier, à innover pour qu'elles conviennent le mieux possible à votre équipe et à votre environnement. D'après mon expérience, je suggère de consacrer au moins 20 à 30 minutes à cette activité. Si vous ne disposez pas d'autant de temps, vous pouvez diviser l'activité en petits morceaux et en faire une petite partie chaque jour lors de votre réunion de travail, par exemple. Nombre de personnes par rapport à cela, on sait que cette activité obtient de la richesse grâce à ces conversations. Donc, c'est pour cela que cette activité doit vraiment être faite avec deux personnes ou plus. Vous pouvez inviter qui vous voulez, qui que vous pensez qui sera intéressé. Prochaine diapo. Quelques détails pour planifier votre événement. Tout d'abord, vous allez devoir identifier un facilitateur. Et la deuxième chose, c'est déterminer le format de l'activité. Par exemple, vous pouvez réaliser cette activité lors d'une réunion de sécurité, une réunion d'équipe, ou bien peut-être un déjeuner conférence. Prochaine diapo. Par rapport aux outils dont vous aurez besoin, je voudrais dire qu'il doit y avoir cette infographie des dommages. Vous pouvez l'avoir en poster, en version numérique, et vous aurez vraiment besoin de ces cartes d'activité qui seront imprimées et triées. Ces deux ressources sont disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez également les acheter sur le site Internet redéfinirlepréjudice.ca. Elles sont gratuites. Prochaine diapo. Donc, par rapport à l'accueil de l'activité lui-même, il faut vraiment mettre de l'emphase sur le rôle du facilitateur. Il faut créer un espace sûr, sans jugement. Il est également important d'informer les participants que le sujet abordé peut être sensible et potentiellement déclencheur, comme Carole l'a dit, et elle nous a préparé à la conversation du jour. Et vous trouverez dans les instructions que nous avons ajouté des ressources sur certaines pratiques et on vous encourage aussi, bien sûr, de regarder vos ressources locales qui pourraient être importantes pour votre réseau. Une fois que vous avez préparé la pièce, il faut présenter aux participants l'importance d'élargir leur compréhension des dommages. Et il y a différentes manières de faire. Par exemple, dans les instructions, nous avons des exemples. Vous pouvez choisir certains aspects qui vont marcher pour vous. La prochaine étape est donc de passer en revue les 7 catégories d'incidents de sécurité. Et c'est là que vous allez demander aux participants de donner des exemples pour chaque catégorie. Et vous allez pouvoir donc trouver des exemples qui sont pertinents pour votre cas.
Vous verrez que nous avons également des cartes pour des incidents autres. Et donc, bien sûr, il y a énormément d'autres catégories possibles que vous pourrez identifier pour correspondre à vos besoins. Et la prochaine étape est donc de trier manuellement les cartes. Là, vous allez pouvoir commencer à réfléchir aux différents types d'incidents qui retiennent le plus votre attention. Quels incidents sont le plus souvent négligés dans votre pratique? Donc, si on va là à la prochaine diapo, vous verrez quelques images et voici simplement des exemples. Comment est-ce que cette activité progresse? Comment est-ce que les cartes sont triées sur la table? Et cela, voilà, vous permet de commencer à avoir un dialogue, une conversation sur cela. Peut-être identifier aussi ce qui a le plus résonné ou fait écho chez les participants à l'activité. Prochaine diapo. Après avoir donc terminé cette activité, il faut avoir un moment pour réfléchir aux différentes étapes. Par exemple, peut-être penser à élargir votre compréhension individuelle des dommages, de la sécurité. On a également trouvé que c'était utile de réfléchir sur ce que vous avez appris, vos réflexions liées à l'activité. Donc, après ces petites instructions, je vais redonner la parole à Carole. Merci, merci, pardon. J'avais un bouton qui n'a pas fonctionné. Je voulais simplement commencer avec un grand merci à Anne, à Mélissa pour vos mots vraiment tellement forts et tout ce que vous avez pu vivre avec votre famille. Cela montre vraiment tellement de résilience après avoir vécu une telle tragédie. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Et Anne, merci de nous avoir guidés à travers l'infographie et la carte d'activité avec une telle clarté, beaucoup de concepts très complexes que vous rendez toujours beaucoup plus digestes pour nous. Donc, on va maintenant passer à nos deux prochains intervenants. Donc, on va donner vie à cette activité avec les cartes et elles vont le faire grâce à leur expérience. Personnellement, j'ai eu besoin de faire une pause après avoir écouté ces expériences et je voudrais encourager tout le monde à prendre une grande et profonde respiration après avoir écouté tout cela. Et en donnant cette recommandation, je vais aussi vous présenter nos prochains orateurs. Je sais que Christina Denisek, qui est une dirigeante incroyable du secteur de la santé, qui est une championne, donc qui donne énormément de passion et de compassion. Donc, Christina elle est donc championne des efforts en matière de sécurité des patients au Saskatchewan. Et c'est elle qui a adopté l'idée de repenser la sécurité des patients avec Anne pour également agir différemment pour créer la sécurité et reconnaître les préjudices de manière plus large. Donc l'année dernière, nous avons eu la chance que Christina nous rejoigne en tant que coach et elle présente une série sur justement repenser la sécurité des patients. Donc merci à elle de nous rejoindre aujourd'hui. Merci et bonjour à tous. Je suis à Yorkton au Saskatchewan. J'ai le privilège d'avoir été née, de pouvoir me divertir et de pouvoir travailler sur ces terres. Encore merci. Merci pour les présentations précédentes. Elles ont été si inspirantes et je voulais partager avec vous une expérience que nous avons eue. Donc, je vous amène une expérience dans notre établissement au Saskatchewan. Et donc, de 18 à 19, 2018 à 2019, nous avons travaillé sur un projet CPSI avec des adoptateurs précédents, enfin les premiers.
Et donc, ce qu'on a pu décrire là, ce système est en train d'évoluer et c'est vraiment très intéressant et exaltant. Donc, je voulais quand même partager quelques-unes de nos expériences pour vous montrer comment est-ce que nous gérons ce modèle-là. Donc, une chose que je ne connais pas, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent tout changer. Il y a une chose que je ne sais pas et le savoir peut tout changer. Prochaine diapo. Donc, je voulais maintenant partager un peu avec vous. Nous n'avions pas les cartes activités, mais nous avons fait, on va dire, la version un peu plus ancienne. On a pu ici identifier les différents types de dommages ou de dangers et nous avons pu commencer des conversations. Mais elles sont difficiles, ces discussions. La plupart des personnes sont un peu intimidées et un peu mal à l'aise. Donc, je voudrais aussi vous dire qu'il ne faut pas trop penser à cela. Il faut laisser les conversations agir de manière naturelle. Ce n'est que le début. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de mettre les choses euh, de les rendre plus visibles. Et donc, on a simplement commencé la conversation. C'est-à-dire être d'accord avec les temps de silence, accepter le silence. Peut-être que les personnes ont besoin de réfléchir, de traiter ce qu'on vient de leur dire, de digérer ce qu'on vient de leur dire. Donc, il est important de poser des questions réfléchies. Comme Anne l'a dit, il ne faut pas assumer quoi que ce soit. Il ne faut pas assumer qu'on connaisse les réponses. Seulement les personnes elles-mêmes peuvent décrire ce qui les a affectées. Prenez un instant pour explorer, pour demander des éclaircissements. Il n'y a pas de mauvaise réponse, donc entretenez la discussion et essayez de faire participer le plus grand monde, soyez inclusif. Par exemple, pour nous, nous avions nos personnes en charge de l'environnement, en charge du nettoyage, tellement de personnes, des familles également qui voulaient participer. Et donc, il faut faire évoluer aussi la discussion. Il faut faire preuve d'intuitivité et entretenir le lien et offrir du soutien. Peut-être qu'il faut aussi savoir quand est-ce que les personnes ont besoin d'aide. Donc, encore une fois, nous avons simplement démarré la conversation. C'est une de nos directrices très engagée qui essaye de montrer l'exemple pour commencer cette discussion. Je sais que c'est difficile de voir là, mais vous pouvez voir qu'on commence à avoir quelques petits post-it où les personnes pouvaient inscrire les types de dommages qu'ils avaient pu rencontrer. Et donc, après cela, la conversation continuait et on impliquait donc les familles, les représentants des familles, les patients. Et Adèle a été une des personnes les plus impactantes dans notre équipe. Elle a été présente avec nous à toutes les étapes. Et je sais que beaucoup de personnes avaient travaillé avec les familles, avec des fournisseurs de soins de santé. Et donc, nous avions vraiment énormément de reconnaissance d'avoir Adèle avec nous. Elle a eu aussi énormément eh bien, d'importance et de réflexion très réfléchie qu'elle nous a apporté. Donc, prochaine diapo, je ne vais pas tout lire, mais nous avions quand même quelques exemples pour commencer les discussions avec le personnel. Et comme vous pouvez voir ici à gauche sur l'image, souvent les dommages physiques sont assez visibles et c'est ceux-là qui sont souvent eh bien dénoncés. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres psychologiques ou bien d'autres dommages qui peuvent également faire démarrer des conversations très intéressantes. Et vraiment, la plupart de nos participants ont vraiment pu participer. Et donc, on peut voir ici qu'il y avait des problèmes. Par exemple, si les personnes n'avaient pas eu reçu des soins tout de suite, etc. Et par exemple,
on pouvait voir ici que il y avait aussi des personnes qui pensaient aux mêmes exemples. Donc, c'était vraiment super de voir qu'il y avait des communalités, des sujets communs, des situations communes euh, sur lesquelles les personnes pouvaient s'accorder. Et donc, c'était un exercice très utile. Et je voudrais réitérer que parler de préjudice est très, très inconfortable. Moi, j'en parle depuis longtemps et admettre que, comme Anne l'a dit, nous n'avons pas encore atteint le progrès que nous voulons atteindre. Et donc, parfois, on a l'impression que on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on veut. Mais bon, c'est vraiment là que nous trouvons les endroits où il faut qu'on s'améliore. Et donc, avec les programmes, les projets pour les soins longue durée, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps pour respirer simplement, avoir un petit peu de temps pour pouvoir engager ces conversations. Mais il est important que nous le fassions. Bien sûr. Des fois, nous avons tendance à considérer certaines choses comme acquis, la sécurité par exemple, alors que ce n'est pas le cas souvent. Il faut que nous puissions toujours parler et reconsidérer tout cela. Lorsqu'on est dans une voiture, par exemple, on essaye de regarder dans les rétroviseurs, c'est important de le faire. On sait qu'il faut également regarder devant. Donc, on a les yeux vers l'avant et donc on est tout le temps en train de chercher la sécurité. Il faut également accueillir et mobiliser le plus grand nombre dans la discussion. Il faut vraiment faire appel à toutes vos équipes élargies, les personnels cliniques, les prestataires de soins, le personnel de soutien, les familles, les bénéficiaires de soins. Toutes les équipes ont un rôle à jouer d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit vos prestataires, vos pharmaciens, vos physiothérapeutes, vos kinésithérapeutes. Ne vous fermez à aucune opinion. Et engagez-vous à nourrir toujours la conversation. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est quelque chose de continu. C'est quelque chose qui a vraiment fait la différence pour nous au sein de ce cadre. Parfois, il fallait toujours faire du temps, créer du temps pour cela. Et je pense que cela permet vraiment de ne pas revenir à des mauvais, des anciens travers. Donc en 2018, lorsque nous avons commencé ce travail, eh bien, maintenant nous sommes toujours en train de continuer ce travail. Et on continue donc de travailler très dur pour que ce projet soit continu. Donc ne levez jamais votre pied de l'accélérateur par rapport à ce programme. Merci beaucoup. Merci Christina. Merci beaucoup pour toutes ces perles que vous nous avez partagées. J'ai beaucoup aimé aussi vos visuels. Merci beaucoup d'avoir fait preuve de tant d'humilité et d'avoir partagé aussi le fait qu'il est important de mettre, de réserver du temps pour ces discussions. On va maintenant passer à notre dernière oratrice, Simone Dariwal-Verma. Simone et son équipe ont fait partie de notre récente série d'actions à la suite donc de la SNSP de l'année dernière et ils ont accompli un travail incroyable pour repenser la sécurité des patients, pour engager le personnel de Covenant Health à élargir sa compréhension des préjudices. Simone est infirmière autorisée et consultante en sécurité des patients au Covenant Health Hospital, Greylands Community, à Edmonton. Son portefeuille comprend la médecine, les urgences, l'inhalothérapie, la cardiologie, les soins intensifs. Elle est également titulaire d'un diplôme en écologie humaine et possède une expérience en formation clinique et en leadership. C'est à vous, Simone. Merci. Prochaine diapo. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer avec une reconnaissance des terres. Nous sommes sur les territoires autochtones occupés depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur les territoires des Cris, des Saulteaux, des Métis, des Dene et des Conosil. Toute la culture de ces peuples nous ont enrichis et nous sommes tous liés à ce traité et
pour une compréhension mutuelle entre les personnes. Nous essayons toujours d'être conscients de ce qui se passe dans notre communauté pour faire des bonnes décisions, pour essayer de comprendre qui est bien représenté et ce qu'il faut changer. À mon hôpital, nous donnions donc des soins de santé aux Albertans. On essaye d'avoir de la compassion et on essaye vraiment de prodiguer des soins pour toute la personne, que ce soit son esprit, son corps. Et donc, dans 26 sites et autant de communautés dans toute l'Alberta, nous collaborons avec des partenaires pour prodiguer des soins aux individus et aux populations et aux peuples au moment où ils sont le plus vulnérables. Je voudrais maintenant partager euh, quelques aperçus de notre travail grâce aux cartes d'activité. Comme vous pouvez voir ici sur la diapo, nous avons différentes unités médicales dans lesquelles j'ai le plaisir de travailler. On peut voir ici que nous avons différents programmes. Je reçois différentes demandes pour aller faire animer ces sessions sur site. Elles sont interdisciplinaires. Nous avons différents staffs, différents personnels, infirmiers, des partenaires patients, des travailleurs sociaux. Et ce que j'ai appris, c'est que plus il y a de différentes disciplines dans la pièce, plus nous avons des aperçus très inspirants. La plupart du temps, cela permet d'avoir de plus en plus de discussions très fructueuses. Et souvent, on s'est rendu compte que le personnel était vraiment d'accord et heureux de faire partie de ces processus pour améliorer la santé des patients. Donc, si on, mon slogan est si vous apportez de la nourriture, les gens viendront. Eh bien, en fait, les personnels est venus, ils étaient tellement engagés dans la conversation que personne n'a mangé. Et cela vient vraiment montrer l'impact que ce genre de discussion peut avoir pour ces activités. Bien sûr, il y avait des commentaires. Lors du Covid, la plupart des sessions d'éducation n'ont pas eu lieu. Il n'y avait pas de congrégation. Il y avait des limites sur le nombre de personnes. Tout est passé sur Zoom. Et donc, c'était notre première opportunité pour réfléchir et poser des questions. Et donc, après le Covid, nous avons pu nous rencontrer en personne. Et les personnels étaient vraiment tellement reconnaissants de pouvoir partager les expériences et, euh, bien sûr partager aussi les expériences peut-être négatives qu'ils avaient pu vivre pendant le Covid. Donc, grâce à tout cela, nous avons réalisé qu'il y avait une participation active de la part de tous et ils se sentaient entendus. Ce concept m'a été articulé tellement de fois. Ils ont dit merci, merci d'avoir créé un forum où nous pouvons vraiment valider nos expériences ensemble. Bien sûr, avec le positif, il y a aussi bien sûr un contraste, des choses négatives. Bien sûr, en parlant de tous les incidents de sécurité, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont un peu déclenchées, un peu euh, mal à l'aise, et donc il est important de créer un espace sûr. J'ai aussi entendu leur frustration par rapport au système. Et on m'a aussi parfois demandé pourquoi est-ce que nous faisons ça si on ne peut pas rajouter de l'argent dans tout cela, si on ne peut pas avoir plus de personnel, etc. Et les personnes avaient du mal. Et donc, on leur a dit après que c'était les personnes les mieux positionnées pour identifier un problème dans la profession. Donc, je pense que vous tous avez une position et un point de vue tellement individuel et tellement unique que c'est tellement important. Donc, il y a des conseils de qualité, il y a différentes ressources que vous pouvez utiliser, d'autres systèmes que vous pouvez utiliser pour parler. Et donc, il faut absolument faire le plaidoyer pour la sécurité des patients en premier lieu. Merci. Merci beaucoup pour ces aperçus et ces mises à jour tellement intéressantes et importantes. Merci pour cette créativité, pour toutes ces idées incroyables qui ont été générées. Et je voudrais vous rappeler de toujours vous poser la question, qui est-ce qui est en
euh, qui peut avoir un préjudice? Qui est-ce qui souffre? Donc, nous espérons que cette session a été importante et intéressante pour vous. Et je voudrais encore vous rappeler de prendre soin de vous, encore une fois. C'est peut-être des discussions difficiles, le contenu est vraiment très compliqué. Donc, prenez un instant pour réfléchir, pour revenir à toutes ces situations qui peuvent être compliquées, pour pouvoir avoir beaucoup de ressources et d'énergie. J'ai aussi remarqué que la conversation était très active, donc je voudrais vous remercier pour vos mots de soutien, votre participation, pour toutes les personnes qui ont pu exprimer leur soutien sur le clavardage. Maintenant, nous sommes à la fin de la section présentation de ce webinaire. Je voudrais vous rappeler de vous inscrire au webinaire. Donc, vous pouvez vous inscrire ici, poser des questions sur comment euh, vous pouvez eh bien, vous impliquer dans ce projet pour améliorer la sécurité des patients. Donc, vous pouvez utiliser l'adresse ici, redéfinir le préjudice.ca ou scanner le code QR. Si on passe à nos prochaines ressources, on vient de donner Alors, différents ce essentiels pour la sécurité module des patients. est conçu spécialement pour les fournisseurs de soins de santé. Nous fournissons donc l'essentiel pour comprendre la sécurité des patients et vous pouvez donc utiliser le code qui se trouve sur l'écran. Maintenant, avant de passer au coin des accompagnateurs, et c'est là qu'on va rentrer dans les questions que vous avez posées dans le clavardage et d'autres. Nous vous demandons de répondre aux questions dans le sondage qui s'affiche maintenant sur votre écran concernant le webinaire aujourd'hui et nous vous prions de sélectionner une option pour chacune des questions, avant de cliquer sur soumettre. Et je vais vous donner un petit moment pour répondre aux questions. D'accord, merci. J'espère que les personnes ont eu la chance de répondre aux questions. J'espère que vous voyez les questions. Maintenant que nous passons à la session du coin des accompagnateurs, je vais demander à l'équipe de production de me dire si nous sommes prêts maintenant à passer sur cela. Et donc, nous allons passer à la session du coin des accompagnateurs. Et à nouveau, je voudrais remercier Anna, Melissa, Christina et Simone pour leur excellente présentation d'aujourd'hui. Et bien sûr, merci à vous, notre public, de vous être joints à nous aujourd'hui. Alors, ceci conclut la partie formelle de notre webinaire, mais je vous prie de rester en ligne pour le coin des accompagnateurs. Alors, apparemment, il y a des petits soucis concernant le sondage. Oui, voilà. Merci, Anne. Ouais, mes écrans, j'arrivais plus à retrouver l'écran. Alors, est-ce que le sondage est sur l'écran? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, il y aura peut-être, on voulait juste s'assurer on est en train de prendre toutes les données, toutes les informations. D'ac- On va prendre une petite seconde. Cela parle de votre rôle principal dans les services de santé. Désolée. Alors, il y a 7 questions dans le sondage. Il faut
Il faut les répondre toutes. Voilà, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions. Donc, 1 minute pour répondre au sondage. Il y a encore des soucis parce que apparemment on n'a pas accès aux réponses du sondage. Et on peut répondre à ces questions par email. Merci à notre personnel technique. On pourra peut-être passer. Oui, voilà, mais on n'arrive toujours pas à répondre au sondage. Donc, on a eu vraiment beaucoup d'expertise et on passe, on va demander de répondre à ces questions. Donc, si vous êtes prêt, je voudrais vous demander de recommencer. Et l'une des questions qui est venue sur la boîte de discussion, c'est si nous pouvons donner des exemples. Je vais peut-être commencer avec toi, Christina Simone, puisque vous avez déjà fait cette activité pour voir euh, ce qui s'est passé, si vous avez pu, si vous pouvez nous donner certains exemples. Mais oui, tout à fait, Christina, je vais peut-être le faire tout de suite. Parce qu'en tant qu'organisation fondée sur la foi catholique, nous avions certains problèmes avec le personnel quand il voulait s'assurer que les personnes se sentent sûres. C'était des choses tellement simples telles que la croix qu'on a dans toutes les chambres, qui pour certains de nos patients, c'était un peu menaçant pour les personnes qui ont peut-être des traumas générationnels. Et donc, le personnel discutait les manières dont on pouvait, peut-être qu'on pouvait enlever les croix, mais ils ne comprenaient même pas qu'ils avaient la permission de le faire et de trouver de différentes manières et ressources pour aider à notre population. Et on fera de notre mieux pour vous aider. Et on reconnaît qu'historiquement, il y a des peurs. Euh, donc le personnel le voit et les managers doivent donc voir comment ils peuvent venir et offrir un soutien et augmenter la conscience et les connaissances pour soutenir les personnes qui viennent. Parce qu'à la fin, nous sommes un hôpital communautaire. La communauté souhaite que nous soyons le soutien et non pas que l'on mette des obstacles à l'accès. Euh, Merci de partager cela, Simone. C'est des considérations dont il faut tenir compte. Euh, Christina, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose concernant ton expérience pour les
Oui, oui, enfin, je pense que tout à l'heure, on a trouvé beaucoup de choses relatives à la catégorie de préjudice psychologique et hum, nous avons eu de conversations avec le personnel et des choses telles que de se sentir harcelé aussi de travail, ne pas se sentir inclus. Il y a des groupes de personnel qui travaillent ensemble depuis très longtemps et de nouveaux membres qui viennent et qui ne se sentent pas inclus ou aussi inclus qu'ils le souhaitent. Et à nouveau, euh, du côté spirituel, parler un peu de cela et ne pas reconnaître ce qui est respectueux culturellement aux diverses personnes et groupes. Et je pense que cela vient souvent de ne pas savoir, mais de faire ce qu'on peut pour éduquer et pour être inclusif et pour être respectueux et à nouveau à demander des questions, poser des questions ouvertes. Et cela est réel pour eux et d'avoir un intérêt réel à essayer de comprendre cela. Merci Christina. Et maintenant que Mélissa et Anne, Mélissa, tu as fait un excellent travail. Enfin, tu nous as partagé cette expérience personnelle euh, et ta famille a vécu donc des préjudices et c'était vraiment important pour nous d'écouter ce que tu pouvais partager avec nous. En fait, le préjudice est un sujet très subjectif et ce qui pourrait nous sembler, enfin si je pense au niveau de préjudice, on dirait que c'est peut-être pas, pour quelqu'un ce n'est pas énorme, mais pour la personne qui le vit, c'est différent. Et donc il y a un niveau de compréhension qu'il faut fournir aux gens dans toutes ces différentes formes. Je pense que pour nous, la manière dont cela se manifeste le plus, c'est les préjudices psychologiques, hein. Bien sûr, il y a de l'anxiété intégrée dans dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment ces choses mondaines, quotidiennes, où cela peut surgir et ce n'est pas toujours un impact immense, mais c'est toujours là et je pense que cette cohérence de revivre cette expérience est quelque chose qu'il faut vraiment savoir et garder à l'esprit. Et je voudrais dire clairement que ce n'est pas seulement les patients et les familles qui vivent ce préjudice, mais aussi le personnel par le biais de vous faire des erreurs ou participer à un incident. Et ces concepts donc appliquent à tout. Et c'est cette gentillesse, cette bienveillance, cette compassion dont tu as parlé, Carole, tout à l'heure. C'est tellement important. Donc, on se connecte avec les personnes et permettre aux personnes d'avoir des conversations sur ce qu'ils vivent. Quelqu'un peut-être est nouveau dans une organisation, il ne se sent pas bien, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'il se sente bien. Vous ne savez tout simplement pas ce que c'est que d'être à leur place. Donc, c'est vraiment une conversation très importante. Merci. Merci, Mélissa, de répéter cela, le besoin de s'engager auprès des personnes et la compréhension du préjudice. En fait, c'est la personne qui le vit, qui le comprend mieux. Ce n'est pas à nous de juger ni minimiser l'importance de s'engager dans ce type de conversation. Donc, merci. Et en tant qu'architecte de l'infographie, est-ce que tu voudrais nous donner plus, nous parler davantage sur cela? Je sais qu'il y en a qui sont déjà sur l'infographie. Oui, et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a quelque chose, je pense que tout le monde va comprendre, c'est l'isolement, pardon, social que nous avons subi pendant la pandémie. Et pour les personnes qui recevaient des soins de santé à l'époque et l'isolement, ils se sont sentis, ils ne pouvaient pas avoir un partenaire de soins avec eux.
dû aux restrictions. Alors moi, ce que je pense souvent à cet isolement social que j'ai ressenti. Euh, Et je sais que Carole, vous avez beaucoup travaillé avec ce programme ici je pense que c'était vraiment un thème commun sur lequel nous avons travaillé très étroitement. Et il faut aussi penser au niveau systémique. C'est souvent une expérience non seulement vécue par simplement des personnes, mais aussi par des communautés. Et c'est souvent à cause de racisme systémique. Et cela, il y a donc un problème à la base de la prise en charge et ensuite cela se déplace dans les systèmes. J'ai vu qu'il y avait certaines questions qu'on a vu apparaître dans le clavardage et il y en avait certaines qui étaient très intéressantes sur l'échéance et aussi est-ce qu'il y a une limite de temps, par exemple, apporter des inquiétudes par rapport aux préjudices et aussi à qui les apporter ces préoccupations. Il faut vraiment donc, essayer de pousser les gens à reconnaître les préjudices dont ils ont pu souffrir afin qu'ils puissent eh bien, se délier leur langue et partager leurs expériences. Euh, je vais demander à Christina ses expériences par rapport à cela. Mélissa, pardon. Oui, un aspect pour moi que je voudrais relever sur ces points, c'est le pardon et la conversation, la communication. Bien sûr, parfois, on se dit que une s'excuser, c'est une question de culpabilité. Pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. Donc, demander pardon, avoir une conversation sur ce qui s'est passé est très important. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose qui se passe, qui s'est passé pour nous, en fait. Et, et maintenant, cela fait 8 ans et demi. Et si maintenant les personnes venaient vers moi et me disaient, je suis tellement désolée, on est tellement désolé pour ce qui se passait, eh bien, ça serait tellement important pour nous. Je pense qu'il n'y a aucune durée limite de temps par rapport à ces préjudices. Il faut peu importe où vous en êtes dans le chemin, il n'est jamais trop tard. Donc, souvent dans les systèmes juridiques, il y a des délais, mais il est important que nous puissions avoir ces discussions lorsque nous sommes prêts. Bien sûr, il faut que les parties soient prêtes. Et c'est vrai que parfois, on n'est jamais prêt. Et c'est comme ça. Mais je pense que lorsqu'on se sent capable d'avoir ces conversations, je pense qu'il faudrait pouvoir rassembler ces parties-là pour pouvoir, eh bien, avoir ces discussions, tout simplement, parler des choses que nous avons apprises, parler des prochaines étapes, de ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais partager sur le pardon, sur demander pardon et sur la communication honnête entre les parties. C'est quelque chose de tellement important. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps qui deviendrait inacceptable et c'est toujours mieux à prendre. Merci Mélissa. Oui, je pense que c'est vraiment important parce qu'il faut être humain. Et le travail sur la sécurité des patients à ESC est vraiment important. C'est un travail que nous faisons et je pense que, comme vous le dites, qu'il n'y a pas de limite de temps. Je vais maintenant demander, Christina, Simone, si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être à qui s'adresser, par exemple, à qui les personnes doivent s'adresser pour pouvoir parler de ce genre de problème, ou bien s'ils ont pu subir des préjudices. Eh bien, moi, je voudrais dire que en tant que dirigeante qui a travaillé dans les soins de santé, je suis totalement d'accord avec Mélissa et je pense que ça a été très bien dit. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai
travaillé pour, pendant 35 ans dans les soins de santé et il n'y a jamais de mauvais moment et il n'est jamais trop tard pour parler de cela. Et je voudrais aussi ajouter que, comme la plupart des organisations, nous avons bien sûr des personnes qui travaillent pour le plaidoyer des patients, mais je voudrais encourager tout le monde, malgré tout, pour toujours écouter. Vous êtes toujours un leader de n'importe quelle manière dans les soins de santé. Si vous êtes même un ancien dirigeant ou dirigeante, vous serez toujours un leader et donc il y aura toujours des opportunités pour apprendre. Et même si vous pensez que vous avez peut-être tout vu, tout entendu, que vous avez déjà eu cette discussion, je voudrais dire que souvent, vous pouvez toujours obtenir de nouveaux détails et je voudrais dire que voilà, soyez ouverts aux conversations parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Soyez toujours curieux, posez toujours des questions et, et écoutez. Gardez l'oreille ouverte. Gardez vos oreilles ouvertes pour pouvoir comprendre. Des mots très sages, plein de sagesse, Christina, merci. Simone, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christina et Mélissa ont dit. Il n'y a jamais de temps limite. Il y a tant de pratiques historiques que maintenant on se rend compte qu'elles sont obsolètes. Et, on, c'est- ce, ce sont des choses qu'on a toujours commencé, continuer à faire et les personnes étaient toujours à risque. Et en fait, on se rend compte qu'on peut améliorer toutes ces choses-là. Donc, il n'y a jamais de date limite. Aujourd'hui, maintenant, on arrive à explorer certains traumas qu'on a pu vivre lors de la période Covid. Maintenant, seulement maintenant, elles sont en train de ressortir. Et donc, je ne mettrai jamais de limite de temps sur cela. Pour la perspective médicale, nous avons une organisation qui s'appelle Homework Health et qui vient apporter du soutien psychologique à notre personnel et nos unités également ont des sessions de thérapie. Donc, nous avons différentes approches ici. Il y a aussi les bénéfices qui viennent qui viennent de l'interne et qui viennent aussi d'organisations externes et qui viennent apporter du soutien et qui viennent apporter leur structure aussi. Donc, que ce soit un conseil, un comité, que ce soit une session, moi, ce que je dis toujours, c'est que je demande simplement à tout le monde simplement de s'exprimer, de dire que peut-être aussi il y a des personnes qui ont peut-être vécu la même chose et qu'il y a énormément d'union et de force dans le nombre. Et donc, il n'y a pas de temps limite. Donc, je crois vraiment que nous ne devons pas devenir passifs. Et moi, personnellement, je travaille beaucoup sur la culture. Il y a ce sens de la culture culturelle de la coupable, pardon, de la culpabilité, de la rétribution. Et donc, je pense qu'avoir cette sensibilité à la culture pour la plupart des personnes qui peuvent subir des préjudices, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème systémique. Et ensuite, on se rend compte que certains modèles qu'on a pu mettre en place fonctionnent. Et cela nous permet de remettre en, qu'on les remette en question. Et donc, je pense qu'il est tellement important que nous soyons honnêtes. Et donc, il est aussi important que notre personnel se sente en sécurité pour partager tout ça sans avoir peur de la rétribution. Oui, merci beaucoup, Simone. C'est un très bon rappel. Je pense que lorsque commençons une activité comme celle-ci, lorsqu'on apprend ces problèmes, il faut avoir un espace sûr où tout le monde peut partager ses problèmes. Mais il y a également un besoin, une nécessité de créer un espace sûr pour tout le monde, les patients et le personnel. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela et je pense que ces conversations doivent aussi considérer les traumatismes. Il y a beaucoup de questions, donc je vais en poser deux. Il y en a une qui est assez directe et il y en a une autre qui
pourrais ajouter quelques différents points de vue. Il y a donc la première question sur le secteur. Est-ce qu'il y a par exemple certains secteurs où vous avez des approches différentes en fonction de la sécurité des patients? Ou est-ce que vous avez aussi certains espaces qui sont vraiment dédiés à ces activités? Oui, eh bien moi personnellement, j'ai animé ces activités en personne et aussi en mode virtuel. Mais moi, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il est beaucoup plus utile ou fructueux d'avoir ces conversations face à face. Mais si on a besoin de remplacer cela pour une certaine manière, qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, eh bien, l'espace en ligne ou virtuel peut aussi aider. Donc, on peut créer des petites salles parallèles pour pouvoir créer un environnement sûr, un espace sûr où les personnes peuvent s'exprimer donc, on peut inviter les personnes à partager des exemples d'incidents dans le clavardage. Et souvent, ce que je fais, c'est que si nous n'avons pas ces cartes physiques à utiliser, on peut utiliser des plateformes virtuelles où les personnes peuvent voter, par exemple. On peut utiliser des sondages comme dans Zoom aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vraiment d'affinité pour la technologie, vous pouvez aussi utiliser un site Internet ou par exemple simplement demander aux personnes de partager dans la conversation quel type de préjudice ils ont vu le plus souvent ou ce genre de choses. Donc souvent, cela peut bien fonctionner de manière virtuelle sans problème. Merci beaucoup pour vos conseils par rapport à cela. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Je sais qu'elle est très importante et je sais aussi que c'est une question que nous avons eue déjà dans le passé. C'est lié sur la définition de la sévérité des incidents non physiques, puisque nous sommes en train d'élargir notre manière de voir les préjudices et les dangers dans notre pays. Et donc, ce qui pourrait être, si vous pouviez partager si votre établissement a déjà un système qu'ils utilisent et quels conseils vous pourriez donner. Donc, oui, nous avons certains groupes qui ont essayé de catégoriser et classer la sévérité de dommages psychologiques avec CICARM Canada, avec des partenaires aussi du NHS en Angleterre et d'autres organisations de santé. Et ce qu'on a appris de leur part, c'est que ce n'est pas un travail facile et ce n'est pas forcément une entreprise très fructueuse. De mon point de vue, lorsque les personnes me demandent ça, je dis que si nous si nous posons simplement et nous essayons simplement de sensibiliser les personnes, eh bien, on peut obtenir quand même beaucoup d'informations. Ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, d'être ouvert à ce dialogue, cette conversation, commencer la conversation. C'est quelque chose qui est vraiment individualisé. On ne peut pas classer, on ne peut pas mettre un nombre, un chiffre dessus. Donc, on n'a pas de tableur, ou de système pour classer cela, mais cela doit tout commencer avec une conversation. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait euh, participer? Et avant que nous finissions avec ces 2 dernières minutes. Et je voudrais vous rappeler, voilà, que vous aviez bien dit tout à l'heure que les dommages sont bien sûr définis par les personnes qui ont subi ce dommage. Donc, c'est quelque chose qui doit rester à notre esprit. Comment est-ce qu'on va pouvoir eh bien, signaler ce genre de dommages psychologiques? Et donc, merci d'avoir rappelé cela. C'est un aspect très important de notre élargissement, de nos capacités de compréhension, en fait, de ces préjudices. Et nous avons encore quelques autres questions. Je vais en répondre à une très rapidement et ensuite je vais clôturer ce meeting. Et il y avait une question sur les ressources disponibles. Si vous allez
sur notre site repenserlepréjudice.ca, vous verrez un lien où vous pouvez commander des documents promotionnels. Il y a une grande mise à jour cette année. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans notre inventaire et vous pouvez bien sûr télécharger ce que vous voulez. Maintenant, cela conclut le temps que nous avions imparti pour cette réunion. Je voudrais encore remercier chaleureusement nos excellentes présentatrices, Anne-Mélissa et Christina et Simone, d'avoir partagé leur expertise très importante sur ces secteurs pour comprendre le préjudice. Merci beaucoup à vous, notre public, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et enfin, je voudrais remercier encore notre équipe de production et notre équipe d'interprètes. Merci de nous permettre d'apprendre, d'écouter ensemble et d'être ensemble. Et donc, avec ceci, je conclus notre webinaire. Je vous remercie beaucoup et je vous reverrai très bientôt pour la Semaine nationale canadienne de la sécurité des patients. On va y arriver tous ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.